Alors, bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis présentement avec Ludger Saint-Élien, Art Director, entre autres, mais aussi présentement UX Director chez Gearbox à Québec. Si on peut commencer avec ça, juste m'expliquer un peu. Le UX, c'est User Experience. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans l'industrie aujourd'hui et ça touche beaucoup de différents départements. Alors, quand on parle de UX Experience, c'est toute l'expérience qu'on veut délivrer ou livrer plutôt aux joueurs au niveau esthétique, au niveau sonore, au niveau des codes. Alors moi, je travaille avec différents départements et on travaille aussi avec un lab de recherche. Puis c'est quelque chose qui est super important dans l'évolution d'une marque ou d'un jeu. Puis c'est un terme qui évolue avec le temps aussi. Là. Ben, c'est parce que tu n'as plus le choix à un moment donné. UX, la technologie est rendue tellement incroyable. Tout à fait, là, tellement de possibilités que c'est ça. Là, Puis il y a différents backgrounds. Il y a des backgrounds qui sont du monde qui étudie en psychologie. Moi, j'ai un parcours différent. J'ai étudié en art visuel, en art de communication, langage. You need to have also the feedback of the users. Pour avoir quelque chose de consistant puis tangible pour dire, OK, it's working. Flashback Montréal 2008, 2009, c'était quasiment considéré peut-être un peu comme le genre de golden age de jeux vidéo quand que... C'est sûr qu'il y a eu le truc initial où c'est qu'il y a l'arrivée de Ubisoft avec le Prince of Persia. J'ai commencé en 2000, moi, dans une boîte qui s'appelait Exostatic, dans le Vieux-Montréal. C'est des jeux vidéo Flash. Puis on avait des clients Gameloft comme clients. Fait que c'était le début de l'ère Internet. Puis c'est là que j'ai eu mon introduction dans les jeux vidéo. J'ai été 1 an dans cette boîte-là, puis j'ai été en pub pendant 3 ans. Puis après, EA, ça a été mon premier gros mandat, qui était en 2006, genre. T'sais. Ah, OK. Donc, avant Ubi. Là. Est-ce que ça a toujours été avec le marketing? Moi, j'ai toujours été à l'expression visuelle. J'ai étudié en graphisme, j'ai étudié en photographie, j'ai étudié en art. Ça a toujours été par rapport à véhiculer une émotion à partir d'une image. C'est vraiment ça, là, qui a été ma source d'inspiration, je te dirais. Après ça, c'est une question de médium. Un médium qui était le print. Après ça, il y a eu le web. Puis le jeu vidéo, pour moi, c'est un autre moyen d'expression. Le Flash, quand même, c'est pas un engin, vraiment. Flash, bon, ça reste un outil, là, mais après ça, c'est toi qui décides d'où est-ce que tu veux aller. Puis le monde avec qui m'ont appris à utiliser Flash, il n'y avait pas de limite. Qu'est-ce qu'on a fait avec Flash dans le temps, c'était impensable. Alors, il y a... There's no boundaries, really. Après ça, c'est toi, dans le fond, qui crée tes limites, comme n'importe quel programme. Là. Photoshop, ça reste un outil. Après ça, c'est comment toi, tu vois ton idée, comment tu peux l'utiliser. Mais après ça, il n'y a pas vraiment de limite. Encore aujourd'hui, on utilise Flash pour les jeux vidéo. C'est peut-être la fin, là, mais c'est encore utilisé. Ça a changé de nom maintenant. C'est Animate. Animate, ouais. Mais c'est Flash toujours présent. Puis bon, futur, il y a beaucoup de... engins qui gèrent maintenant les jeux vidéo, mais toute l'interface. Fait que au niveau Unity, puis Scaleform, Unreal, fait que il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'options. Là. Ça reste plus le seul moyen. Il me semble que j'ai remarqué que Flash a vraiment trouvé sa place aussi à la TV ou dans des séries animées. Aussi. Puis à un moment donné, as-tu senti, toi, que ça a fait comme un genre de... OK, je veux me spécifier, je veux me spécialiser, je veux aller dans un domaine plus proche de l'art, mais à un moment donné, t'es-tu rendu compte que t'as fait comme... Hey, mais ça me pratique pour être un genre de réalisateur ou tu sais, j'ai une compétence... je suis capable d'anticiper qu'est-ce qui va arriver parce que j'ai des connaissances en esthétique, en art, j'ai une compétence en... Tu sais, Flash, toutes ces choses-là, à un moment donné, sont... merged, puis premier anglicisme. Puis là, tu t'es dit... Tu amènes un point intéressant, je te dirais que c'est toutes ces expériences-là acquises ont fait en sorte que contrôler la matière, contrôler le médium, comprendre, dans le fond, la lumière, la composition, les couleurs, les émotions par rapport à ça. Puis c'est sûr que quand tu veux créer une pièce, une œuvre d'art, mais tout ça vient après ça, vient t'aider là, pour pouvoir réaliser ça, puis pouvoir comprendre. Pour moi, il y a une question d'avoir une idée, puis de pouvoir la réaliser, puis de la rendre tangible. C'est ça, là. Puis quand tu comprends ces éléments-là, mais après ça, c'est plus facile de pouvoir travailler avec d'autres mondes, parce que là, on parle de photographie, mais quand on est en jeu vidéo, on est dans des engins, on n'est pas dans des pièces noires, mais
l'idée de la lumière reste pareille. Là. L'art est tellement présent partout. Tu as des étiquettes sur les bouteilles de vin que je suis pas en train de dire qu'on a une bouteille de vin ici. Là. Le fait que l'art est partout, c'est pas mal vu, mais c'est la dernière chose que les politiciens, dans quoi les politiciens vont investir. Mais encore là, ça dépend. Là. Si, il y a toujours un budget pour, un exemple, l'art, puis l'art visuel. Mais je pense que quand tu prends le temps de regarder, tu te rends compte que l'art, elle est partout. L'inspiration, elle est partout. Là. Autant dans le packaging, puis est-ce que c'est ça qui va te pousser à acheter un produit plus qu'un autre? Mais il y a toute une pensée à travers ça. Là. Fait que c'est visuellement, quand tu prends la peine de regarder autour de toi, ben tout ce qui est affiché autour de toi, autant au niveau des affiches qu'au niveau de la peine de lait que tu vas acheter à l'épicerie, ben il y a une pensée créative en arrière de ça. Comment se démarquer par rapport aux autres produits. Fait que non, ça fait partie de notre société. C'est ça, c'est de développer quelque chose puis de l'amener à un point intéressant visuellement, mais sans tomber dans quelque chose qui a été déjà fait ou bien copier quelque chose qui est déjà fait, mais en se laissant inspirer quand même aussi. Tout à fait, mais je pense que ça fait partie d'un métier. Puis il y a du monde qui travaille, qui sont spécialisés pour créer une identité qui est unique, c'est sûr. Le niveau où ils sont rendus maintenant, en tout cas, c'est assez... Ouais, mais moi, je vais souvent acheter des trucs sans brand, sans nom. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, la marque, des produits genre maison qui n'ont pas de brand. Je veux dire, c'est une boîte orange, puis c'est marqué lait. That's it. You know, c'est de l'anti-pub au point extrême. Puis c'est parfait. Je regarde les ingrédients, c'est la même chose que l'autre chose. Je dis, I don't need the packaging, man. I just need milk. On serait-tu capable de se rendre là? De ne pas avoir à afficher de la pub partout pour... Il faut payer à quelque part le film ou l'émission de TV, mais à quelque part, ça serait-il possible de se rendre là ou c'est qu'il n'y aurait aucune publicité partout puis d'être quand même capable de rentabiliser puis que le système fonctionne, le système économique? Là? Ben, encore là, je pense que ça dépend encore de quel médium qu'on parle. Là. As-tu des exemples de la boîte orange? On pourrait checker sur le web, j'aimerais bien gros voir. C'est quoi? Il y a un nom, dans le fond, un nom de... Maxi, marque maison... OK. Ouais, c'est ça. Ils ont pas... Ah, ouais. That's it, là. C'est comme... C'est jaune, puis c'est what you get. Ouais. Fait que ton entreprise, 2000, tu commences à Montréal, puis... Si je recule en arrière, puis je fais un retour aux sources, dans le fond, avant 2000. Moi, j'ai étudié en arts plastiques, puis je savais que je voulais faire les arts, mais je n'étais pas trop sûr exactement quoi dans les arts. Alors, c'était très vaste, mais je savais que je voulais aller dans ce domaine-là. Puis la première année, ben, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement là où est-ce que je voulais être. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais c'était pas assez précis pour moi. Là. Mais c'est à travers ce parcours-là que j'ai pu commencer à faire du graphisme. Puis là, ça m'a vraiment parlé. Puis par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études en graphisme. Fait que là, c'était quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus technique. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert, dans le fond, ma passion qui était plus... Ah oui, carrément marketing ou carrément comme un approche plus... Mais non, même pas. C'était vraiment la composition d'images. C'était vraiment pouvoir s'exprimer à travers un langage graphique. À travers ce médium-là, je pouvais m'exprimer. Dans cette technique-là, dans le fond, tu touches à beaucoup de différents trucs. T'sais. Autant au niveau branding, au niveau des expressions visuelles, au niveau... plus au niveau d'une signature visuelle unique, mais c'est à travers ça que j'ai pu trouver mon intérêt dans la composition d'images, la composition de couleurs. Fait que pour moi, ça a été une source de libération, je te dirais, où est-ce que j'ai découvert avec quoi je pouvais vraiment exprimer des sentiments, mais aussi des choses que je voulais représenter. Puis c'est sûr que ce programme-là, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'à travers les 3 ans, tu touches à beaucoup de choses, autant au niveau motion, au niveau print, au niveau photographie. Fait qu'on fait toucher à beaucoup de médiums. Puis à travers ça, ben, il y a des thématiques et des sujets, mais c'est quand même un projet vu à travers 30 élèves. Fait que c'est le fun de pouvoir, apprendre des autres, mais de voir aussi comment que toi, tu vois tout ça. Fait que pour moi, ça a été ma porte d'ouverture à ce que je fais aujourd'hui. Toi, c'était où, ça? À quelle école? C'était au Vieux-Montréal. Ah, OK. J'ai du Vieux-Montréal. Ouais, OK. Je suis jamais allé au Vieux. Peut-être j'aurais peut-être dû aller au Vieux. Moi, j'ai fait Saint-Laurent, Édouard-Montpetit, Champlain College. Puis après ça, André Grasset en multimédia. OK. Mais au cégep du Vieux, ça... Non, je veux dire qu'il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de monde inspiré qui était à l'école. Alors, ça donnait... Il y avait une belle énergie, dans le fond. Là. Fait que
C'était des belles années, puis il y a beaucoup de monde à qui je connais aujourd'hui encore, avec qui on a étudié. Non, je pense que le Vieux-Montréal, c'était une belle année, puis c'est une belle école. Elle a beaucoup évolué, mais je pense que c'est une belle place où étudier. Là. Le développement d'image de marque, ça, c'est pas... C'est-tu quelque chose qui est enseigné? Je sais pas, moi, le vieux, si toi, tu avais l'impression que ça faisait partie du curriculum du cégep, mais... C'est sûr que tu sais, le développement d'image de marque, moi, j'ai pas... Dans le contexte du programme, tu es amené à développer... Bon, tu as souvent des situations ou des projets qui te demandent de pouvoir courir un festival. Tu prends un festival qui n'existe pas ou qui existe, puis toi, dans le fond, en tant que graphiste, mais tu dois proposer une vision ou une image et proposer, dans le fond, un concept qui va vendre l'événement. T'sais. Alors, tu as différents projets ou tu as un événement qui peut être une fausse marque, puis c'est là que tu apprends, dans le fond, à pouvoir créer une image, créer un visuel. Puis là, je pense que ça peut être le début, je dirais, d'une pensée marketing, là, mais c'est sûr que ça commence là. C'est ça, à moins que j'aie une mauvaise mémoire. Là, moi, c'était pas quelque chose qui... Ben, en fait, j'ai jamais fait ça, justement, de préparer un événement. Je pense pas, en tout cas, mais ça avait jamais été un des mots-clés qui apparaissait dans les choses à faire. C'était le développement d'image de marque. Là, non, souvent, je dirais, dans le contexte du graphisme, en tout cas, dans le programme, là, c'était... on avait des projets, surtout pour la fin du cycle, et dans le fond, c'est de choisir des thématiques puis de pouvoir les développer du début à la fin. Là. Puis quand on parle d'un événement, c'est tout ce qui était décliné aussi, là, autant au niveau de la fiche clé, puis des éléments promotionnels. Fait que quand tu regardes l'éventail de tous les éléments ensemble, ça fait quelque chose qui reflète, dans le fond, l'événement. Puis c'est sûr que quelqu'un qui connaît pas l'événement, mais à travers les images que tu as créées ou à travers les affiches, peut pouvoir se projeter, pour pouvoir ressentir ça va être quoi l'événement. Alors toi, en tant que concepteur, c'était, OK, bon, là, je vais utiliser des éléments graphiques, des couleurs. Qu'est-ce que je vais utiliser comme élément pour pouvoir représenter un événement qui va être à la hauteur des images qui ont été faites. Parce que souvent, tu ne vas pas être là pour expliquer, dans le fond, c'est quoi le concept. So, tu dois t'assurer que ton but initial, à la fin, si c'était de véhiculer l'amour, à travers tes affiches, quand le monde voit ton affiche, ils comprennent que le show, c'est par rapport à l'amour. Les couleurs sont plus chaleureuses. Par rapport aux couleurs, par rapport aux la images. date que tu choisis pour la diffusion, ça se rapproche de la Saint-Valentin. Ouais, je vais prendre d'autres mots, là, mais j'ai pris l'amour. C'est mieux l'amour que la guerre. Je pense que la guerre, on en voit assez, puis faut être positif. C'est parce que t'es positif, c'est pour ça que t'as choisi l'amour, ça, je le sais. Non, mais c'est ça, mais c'est ton entre-gens aussi, là. C'est ça vrai. Ton pouvoir aussi, là. Je veux dire, moi, je me souviens que quand la première fois je l'ai pas mis en contexte encore, là, mais on a travaillé ensemble pendant quelques temps, puis c'est ça, c'est ton entre-gens, c'est ton charisme, c'est ton énergie qui allait chercher le monde autour de toi, puis j'ai l'impression que c'est ça c'est un de tes atouts, en tout cas, on l'a pas, je sais pas si... Non, mais je pense que je vois la vie d'une manière positive, c'est sûr. Puis je pense que c'est une reconnaissance de pouvoir travailler avec du monde comme ça, puis de le comprendre, puis de le connaître dès le départ, je pense que c'est important. C'est que je pense qu'à chaque étape de ma vie, j'ai toujours été conscient, puis aussi reconnaissant de tout ce qui se passait. Alors, non, c'est... Fait que tu puises l'énergie du monde autour de toi, puis t'es-tu un rallieur? Oui, je suis un rallieur, mais c'est pas, je sais pas que je puise, dans le fond, c'est une collaboration, tu sais. Je veux dire, on travaille ensemble, puis c'est cette énergie-là, ensemble, qui crée, dans le fond, un produit final. Là. Un bon leader, c'est celui qui va aller se saler les mains, qui va aller faire quelque chose avec le reste du monde ou du team. Je pense que c'est une bonne mentalité à avoir. Oui, mais je pense que tu amènes un point intéressant, c'est que, oui, un bon leader, c'est quelqu'un qui va se saler les mains, mais je pense qu'un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui va rester en dernier. Dans le sens que lui, il va s'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde a dit son mot aussi. Tout le monde a parlé, puis après ça, moi, je vais pouvoir venir après interagir ou participer à tout ça. Mais c'est sûr que pour moi, c'est s'assurer que tout le monde puisse dire son mot là-dedans. Là, empowering, anglicisme encore, là, mais empowering, c'est celui qui va permettre aux gens autour de lui de s'épanouir puis d'évoluer dans un contexte de travail. Là. Tout à fait. Sentir impliqué, sentir qu'il a mis son... Je pense que c'est un travail d'équipe, que ce qu'on fait, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une vision souvent qui est amenée, mais à la fin, c'est un travail d'équipe, puis je pense que tout le monde devrait pouvoir en bénéficier. Puis de reconnaître, la part qui est mise là-dedans. C'est sûr que dans l'industrie où on travaille, c'est des projets énormes avec beaucoup de trucs.
Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Fait que c'est sûr que tu peux pas... C'est difficile de pinpointer, qui a fait quoi, mais souvent, tu peux le faire, là. Mais en tant que collaborateur, je pense que c'est toujours bien de pouvoir se sentir impliqué dans la réussite d'un projet comme ça. Moi, c'était un peu ça que j'avais trouvé difficile avant que je parte de chez Ubisoft à Montréal. Je trouvais que, justement, la signature... Le texte à la fin du film là, ou à la fin du jeu, il faut que tu attendes comme un bon 20 minutes avant de voir ton nom dans le scroll. Là. It's humbling, tu sais. Mais c'est ça, tu vois pas ton nom partout dans le produit nécessairement. Tu signes pas ton nom. Mais moi, c'est ça que je cherchais, puis je pense que c'est ça qui est arrivé à quelque part quand je suis parti de là. Ben, combien de temps t'es resté après chez Ubisoft quand 2011? Mais moi, mon parcours chez Ubisoft, c'est assez particulier dans le sens que j'ai quitté 2 fois Ubisoft. OK. Après que je sois... Oui. Okay. Quand on s'est croisés, dans le fond, c'était la création de C4. Ouais, C4. Quand je suis arrivé, dans le fond, c'est ça. Comme C4 existait déjà. Puis il y avait aussi l'UDA. Puis on a décidé de faire une fusion entre l'UDA et fusion, C4. ben ça, j'en ai été victime, puis ça, on le gardera probablement pas, là. Mais je sais pas, je te l'avais montré, mon concept de jeu vidéo que j'avais développé. T'en as parlé un peu, mais je te le montrerai après. Là, il est sur le web en private, là. Mais ça, j'avais fait le pitch, puis j'avais fait le tour de tous les producteurs que je pouvais. J'en avais 5 que j'avais rencontrés, puis chacun me disait, ben, c'est pas vraiment un jeu vidéo que tu as développé, c'est l'histoire du jeu. Tu n'as pas développé le gameplay, mais c'est super intéressant parce que tu es vraiment t'écris bien. Là. Fait que j'étais déçu un peu. Il m'avait offert d'aller écrire avec Corey May, le gars de Assassin's Creed. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je reste-tu au marketing? Je m'en vais-tu avec Corey May? Je m'en vais-tu écrire sur Assassin's Creed? Puis là, je savais pas quoi faire. Puis finalement, c'était Sophie, c'était toute la gang. Je me disais, je vais rester avec ces 4. Là, je suis là, j'ai une raison pourquoi je suis là. J'aime ça faire le montage vidéo, j'en fais encore aujourd'hui. Moi, les jeux vidéo, je trippe. Là, j'ai toujours voulu travailler dans les jeux vidéo. Moi, je m'en allais là pour contribuer à Ubisoft, puis à Montréal, puis à tout ce qui se passait à Montréal. Puis c'était comme, j'habite dans la ville où c'est que les jeux vidéo, c'est là que ça se passe. J'ai la meilleure place au monde. Sauf qu'il y a quand même du positif là-dedans. Là. Je veux dire, le temps que... I didn't die. No, you didn't die, and it's good. Mais le temps que tu as été là, il y a quand même beaucoup de choses que tu as accomplies. Là. Je veux dire, tous les projets qu'on a faits, le monde que tu as rencontré, c'est comme... All the good things that happens, aujourd'hui, je pense que c'est resté en toi. Là. Fait que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, il y a un peu de tout ce que tu as acquis dans le fond à Ubisoft. Là. Je veux dire, si je fais un recul... Puis si tu avais à garder comme tout ce que that you wanted to keep at Ubisoft, it's still there. Puis the bad thing is it's the past. Tout ce qui arrive dans le fond dans la vie, chaque parcours qu'on fait, tout arrive pour une raison. Puis on est là pour une raison. Puis mon parcours chez Ubi, il y a une histoire dans le fond pourquoi j'étais là à ce moment-là. Je répète là avant. Sans rentrer dans les détails, mais dire, moi j'avais rencontré peut-être 1 an avant. À E3 dans un avion, j'ai pris l'avion pour aller à E3, puis j'étais assis à côté d'un représentant d'Ubisoft. Ça, c'était un pur hasard. Puis on commençait à parler, puis c'était super bien été. Puis après un peu, mais à un moment donné, j'étais disponible pour aller chez Ubisoft. Puis à ce moment-là, je n'étais pas disponible, parce que je travaillais sur un projet. Fait que ça a pris un temps où est-ce que j'étais prêt à partir de chez EA. Puis quand j'ai pris la chance, ou pas pris la chance, j'ai pris l'opportunité, parce que c'était le temps de le faire pour aller chez Ubi. C'était le parfait timing. Là. Fait que toute l'équipe que j'ai rencontrée de C4, la fusion aussi, tout concordait avec le fait que, quand je regarde aujourd'hui avec le recul, là, it was meant to be. C'est sûr qu'après la fusion, moi, je suis parti, mais c'était aussi d'autres rêves qui sont réalisés pour moi. Ouais. Après C4, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler sur Batman chez Warner. Oh, ouais. Fait que ça a été quelque chose que... les premiers jeux... le premier jeu, c'était Arkham et tout ça? Là? Arkham Origin. Ah, wow. Fait que c'est le nouveau studio de Warner à Montréal, une nouvelle équipe. Fait que là, j'ai rencontré beaucoup de monde intéressant. On a monté un studio, on a travaillé avec DC. Fait que ça aussi, c'était une approche différente aussi, parce qu'on avait des franchises qui étaient... un peu très différente de ce qui était disponible sur Montréal. Puis travailler en collaboration avec DC, c'était une belle approche, puis on a beaucoup appris avec ça. On a travaillé avec le studio Six More Vodka qui est en Allemagne. Fait que ça, je dirais que ce projet-là, en tant que tel, ça a été
ça a été très rafraîchissant puis très enrichissant, je veux dire, dans l'expérience. Quand je prends le recul de regarder tout ça, je pense que je suis très content d'avoir fait ça. Là. Alors, ça a été une super belle expérience. Puis c'est sûr qu'à travers mon parcours dans ce projet-là, mais j'ai pu toucher à beaucoup de choses. Puis il y a du monde avec qui j'ai rencontré, avec qui je suis encore très ami. Puis à travers ce projet-là. Là. Alors, ça a été une expérience que aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Tu sais, quand je suis arrivé là, moi, j'avais déjà un background acquis au niveau du branding, puis tout ce que j'avais fait chez Ubi. Alors, quand on est arrivé sur le projet d'Arkham, il fallait, comme nouveau studio, travailler sur une franchise qui avait déjà un bon parcours, qui avait déjà été faite par Rocksteady. Alors, nous, on avait un challenge d'amener ça dans le milieu de l'industrie. Et c'est de pouvoir aussi identifier ou de créer, dans le fond, un visuel qui était propre à notre jeu. Alors, c'est tout ce langage-là visuel qu'il fallait créer. Fait que ça a été vraiment une super expérience, je pense, pour le studio. Puis, tu sais, bon, parce qu'à ce moment-là, excuse-moi de te couper la parole, mais les jeux de Batman, c'était pas... il n'y en avait pas eu de jeux à succès, là, je pense pas. Là. Il n'y avait pas eu à l'ampleur que ce jeu-là. Il n'y en avait pas eu, mais je dirais que Rocksteady ont amené la barre très haute. Je pense que c'est eux autres vraiment qui ont pu amener ce jeu-là à un niveau où est-ce que tout le monde a pu expérimenter une expérience vraiment propre à Batman. C'est sûr qu'après ça, nous, il fallait vraiment comme garder la barre haute. Alors, vu qu'il y avait un succès qui était déjà établi avec les premiers jeux d'Arkham, comme premier jeu de studio, il fallait, s'assurer qu'on arrive à livrer quelque chose qui était unique à notre studio, mais aussi d'amener une touche du Québec, je dirais, là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de talents de différents studios. Alors, je pense que c'était un beau challenge pour le studio de Montréal à ce temps-là. En tout cas, moi, étant freak comic books depuis des années, puis consommateur de branding Batman, le jeu, je l'avais vraiment aimé. Qu'est-ce que tu penses de ça? T'as le marketing qui est comme un peu dark ou utilisé... Comment je peux dire ça? Se servir d'une situation pour promouvoir un brand, mais tu sais, de se servir d'un aspect négatif. Ça, on voit souvent ça. Je veux pas faire allusion à Trump, là. Tu sais, c'est Tantôt, on mentionnait que tu es une personne positive. Ce serait pas dans tes valeurs d'aller jouer dans ces plates-bandes-là, d'utiliser un... Dans le fond, ça s'applique pas aux jeux vidéo, vraiment, là, comme approche. Il n'y a pas vraiment de... Ils sont très politically correct, les jeux vidéo, je pense. Oui, mais ça dépend. Encore là, ça dépend. Là. Il y a des jeux qui vont oser aller plus loin puis qui vont toucher des sujets plus délicats. On peut parler à Homefront ou... Grand Theft ou Far Cry. Je pense que, encore là, c'est un médium qui peut toucher à beaucoup de sujets différents. Puis je pense que c'est ça qui est la beauté des jeux vidéo, là. Absolument. Tu veux-tu montrer la bouteille de vin? Oh God, Jesus. Ouais. Okay. On le voit pareil. Non, mais attends une minute. Bon, regarde, on va faire ça live. Là. Live, on the floor. Ouais, alright. Bon. Non, on a besoin d'un genre de truc pour nous partir. Là. Moi, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de podcast. Okay. Je capotais, j'avais tellement hâte. Là. Moi, j'ai fait un déménagement dernièrement, puis relocaliser, changer. Mais j'aime bien le décor, en tout cas, les rideaux, tout ça fait plus professionnel. Mais tu veux, on peut commencer vas-y, lance-moi quelque chose. Inspiré. C'est quoi, pour moi, l'inspiration, tu sais? Ouais. Ben, dans le fond, ouais, c'est ça, toi. C'est à quel moment que tu as comme réalisé ton... comme, pas que tu as compris comment appliquer ce que tu avais appris à l'école, mais tu sais, je veux dire, c'est tout le temps un genre de parcours. Comme moi, le branding, je m'en suis pas rendu compte jusqu'à, genre, il y a même pas 2, 3, 4 ans que j'avais comme une espèce de connexion avec les gens, puis que je voyais leur pouvoir, puis que c'était ça que j'avais envie de présenter. Comme moi, ça me fait triper de rencontrer quelqu'un puis de voir son pouvoir, puis son branding, puis son énergie, puis de l'expliquer aux autres à travers le multimédia ou l'art. Je dirais que moi, ça a commencé très jeune, puis c'est plus un état de conscience d'être d'empathie. D'empathie, mais d'être conscient de l'environnement. T'sais, pour moi, l'inspiration, elle vient de partout. T'sais? Puis de pouvoir voir la beauté sur n'importe quel objet ou n'importe quelle chose. Mais c'est là que tu prends conscience que, OK, ça, donc c'est mal fait ou c'est mal imprimé, mais
c'est super inspirant pour une raison. T'sais. Fait que moi, j'ai toujours pris conscience de mon environnement, puis je me suis toujours inspiré de beaucoup de trucs, autant la télévision que des trucs plus anodins. Mais ça a été très jeune, dans le fond, de pouvoir être captivé par l'environnement. T'sais. Après ça, c'est de pouvoir s'inspirer puis de pouvoir prendre des éléments spécifiques, mais je dirais que ça a commencé très jeune, d'être éveillé ou d'être ouvert par rapport à son entourage, puis d'être conscient aussi que c'est présent et c'est tangible. Quand tu dis captivé par l'entourage, tu pourrais dire probablement comme un trend ou pour pas utiliser un anglicisme? Là? Non, mais non, l'entourage, je parle de tout ce qui t'entoure. Je parle de... Tu sais, des fois, comme bon, si tu es un fan plus de la typographie, ben quand tu vas voir un film, tu vas être beaucoup plus allumé par tout ce qui est l'introduction d'un film ou la typo. Mais après ça, une fois que tu as réalisé ça, ben, à fond, tout ce que tu vas regarder, tu vas voir la subtilité qui a été utilisée pour ça. Et pour moi, ça a été, dans le fond, tout ce qui me parlait, dans le fond, tout ce qui était là pour une raison. Mais moi, je voyais, dans le fond, je voyais une beauté dans ces éléments-là. T'sais. Après ça, ben quoi faire avec ces éléments-là, j'étais encore peut-être trop jeune pour savoir quoi faire, mais ça me parlait déjà. Puis je pense à travers mon parcours, à travers les études, que j'ai pu, après ça, maîtriser ce langage-là. Mais c'est sûr qu'au niveau des signes, puis même encore aujourd'hui, c'est un peu partout. Là. Ça fait partie de ton environnement. Puis après ça, c'est toi qui décides si tu le vois ou tu le vois pas. C'est avant de voir le pouvoir des autres, puis de comprendre leur branding, puis de le promouvoir, c'est de se comprendre soi-même, de comprendre ses propres pouvoirs d'empathie ou de compréhension du visuel ou du graphisme ou une sensibilité à ça. Oui. Ouais, moi, je pourrais même pas, tu vois, moi, je pourrais même pas creuser en arrière pour aller voir comme les films que je voyais quand j'étais petit, comme, je sais pas, moi, c'est quoi, les Star Wars ou whatever, puis de comprendre c'était quoi qui était différent du visuel de ces films-là, qui a transitionné d'un look un peu plus années 50 avec les polished spaceships, puis là, tu tombes dans quelque chose qui est Star Wars, où c'est comme gritty, puis plus, tu sais, avoir une... Je sais pas, j'ai pas de... Mais t'as même une idée intéressante dans le sens que quand tu parles de Star Wars, c'est un des films qui te rappellent, dans le fond, le passé, mais il y a des éléments de ce film-là qu'aujourd'hui, tu le regardes, qui sont identiques. Ils ont développé un langage qui est devenu intemporel, qui a pu, pop culture, à travers les films, à travers les années, qui reste encore Star Wars. T'sais, le générique de Star Wars, ça fait quand même plus que 50 ans ça existe, là, mais tu le vois, l'espace, puis tu vois la typo inclinée, sans voir le titre, tu sais que c'est Star Wars. Ouais. Fait que pour moi, il y a des éléments qui marquent ta jeunesse, puis après ça, à travers le temps, c'est comment pouvoir créer des éléments du visuel qui deviennent iconiques, puis qui vont rester forts dans ta mémoire, qui vont rester, qui vont devenir intemporels, qui vont rester associés à une marque. Puis c'est ça qu'on crée aussi, là. Je l'ai pas, honnêtement, je l'ai pas catché, le Star Wars Story, le branding de ça. Puis je trouve que même eux, je pense qu'ils ont comme même pas compris non plus comment ils allaient appliquer ce branding-là de ce type de film-là qui est comme offshoot ou spin-off de Star Wars. Tu sais, pour moi, tu regardes le logo de Star Wars, ça fait combien de temps qu'il existe, là? Puis il marche encore. Ouais. Pour moi, c'est comme le logo de Star Wars ou le logo de Grand Theft Auto. C'est intemporel, là. Ouais, c'est une identité qui a été créée qui est propre à cet univers-là. Tu sais, je regarde le logo d'Apple, ben, tu vois, l'idée, elle reste pareille. Tu sais. L'idée, elle est intemporelle, même si le logo il a légèrement changé ou même pas. Tu sais, la pomme est restée la pomme, à part que la pomme, bon, c'est un arc-en-ciel à un moment donné, mais là, la pomme est restée plus monochromatique, mais ça reste que l'idée de la pomme, elle est forte. Ouais. C'est ça, là. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré de parler de Apple, là? Je sais pas, il y a un laptop devant moi avec un gros logo blanc. Non, mais... Ben, je comprends, puis l'approche, justement, de Batman Arkham, on va pas revenir trop là-dessus, là, mais c'est ça, tu le sentais qu'il y avait un respect pour le branding, il y avait une évolution logique du personnage, puis de l'univers, mais tout était là pour respecter le mood, la musique, le logo, le personnage, là. Il y avait pas de changement drastique, puis je vais revenir à Star Wars, faire un parallèle avec ça, mais... Tu sais, comme admettons Rogue One ou le film de Han Solo, l'intro, ça marche pas. En tout cas, selon moi. J'ai pas vu. Non, J'ai pas bon, vu. OK. J'ai pas vu. On va... Mais par rapport à ce que tu amènes, c'est que mon poste à l'époque, c'était directeur de présentation. Fait que c'est sûr que quand on parle de ça, c'est tous les éléments graphiques d'un univers. Là, on va parler d'un jeu ou d'un film qui
qui fit ensemble, là, visuellement ou par rapport à l'histoire, par rapport à l'époque. Puis c'est ça qu'on parle de logo, on parle de langage graphique au niveau de l'interface, qu'on parle de tout ce qui est affichage. Fait que tout ça, ça rentre dans un langage qui est graphique. Puis c'est là où est-ce que moi, en tant que directeur de présentation, mais s'assurer que tout est cohérent au niveau visuel, mais tout aussi, il y a une logique par rapport au code de couleur, puis par rapport au mode d'animation. Là. Fait que tout ça fait un tout qui crée une immersion, qui crée une expérience. C'est comme du contrôle qualité un peu à quelque part, où tu t'assures, comme tu mentionnais tantôt, il y a des gens qui vont travailler sur le projet. Toi, tu mets en place l'esthétique, le code couleur, tu donnes ça à l'équipe, puis tu t'assures que le monde va respecter ça, puis pas déborder, puis créer des discordances avec des produits qui auraient été mis en place avant ou des choses à venir. Là. C'est toujours d'avoir un respect pour le branding. Là, qui est... Oui, on crée un guide. On crée un guide qu'ils vont suivre. Puis c'est sûr que pour moi, ce guide-là, il va vivre, il va grandir. Il y a des lignes qui sont établies, mais après ça, je pense que c'est bien de pouvoir grandir et de pouvoir s'inspirer de ces grandes lignes-là. Alors, c'est pas Comme en exemple, le costume de Spider-Man qui change d'un film à l'autre, mais tu gardes toujours les yeux, tu gardes toujours le rouge et le bleu. C'est super important au niveau de l'identité visuelle, puis c'est sûr que il peut y avoir 1 million d'itérations avant de trouver le logo idéal. Puis, je pense que c'était... je me rappelle bien, Gap avait à un moment donné fait un update ou un renouvellement de son logo, puis finalement, le public n'avait pas aimé la nouvelle image, puis finalement, ils sont revenus à l'ancienne version. Fait que je pense que il y a une importance vraiment, vraiment élevée au niveau de l'identité visuelle, puis il ne faut pas la prendre pour acquis. OK, fait que Gap, ils ont changé, tu vois, je le savais même pas. Ben, j'avoue que, excusez-moi, là, mais ça fait un petit peu trop Photoshop, là. Est-ce que... Il n'y a pas vraiment d'effort, là. Quand je te parle de Star Wars, il y a un travail qui a été fait, puis ça a bien été fait. Je veux dire, parce qu'aujourd'hui, peu importe le film qui va reprendre la typo, il y a un traitement qui est unique à l'univers de Star Wars. Puis GTA, c'est la même chose. Je veux dire, chaque marque, idéalement, il va y avoir une identité qui va la suivre, puis je pense qu'il y a une réflexion à l'arrière de ça. Moi, mais tu checkeras le Rogue One ou Han Solo. Là. Absolument. Puis honnêtement, tu m'en reparleras. Là. On s'en reparlera. Ouais. Il y avait un move que je trouvais, parler de branding, là, qui est plus par rapport à la musique. Il y avait le nouveau film de DC Universe. Il avait utilisé justement, il avait ramené la musique de thème de Superman que John Williams avait fait dans les années 70. Okay. Nice. Excuse-moi, je te ramène tout le temps à Batman. Ouais, je sais pas pourquoi. Leave Batman alone. It's over. All right. Fait qu'après... Après Warner, que dans le fond, t'es resté à Montréal, t'es allé proche du métro Sainte-Catherine, puis pas Sainte-Catherine, Berry, puis t'es allé à Warner, puis t'es resté là quelque temps, t'as travaillé sur Batman, puis après ça... Je suis retourné chez Ubi. Puis là, j'ai travaillé sur la franchise Far Cry. Puis ça a été aussi une belle expérience. C'était lequel Far Cry, ça? 4. 4, OK. Ouais. Je vais aller me rafraîchir la mémoire parce que je dois t'avouer que j'ai pas vraiment suivi tout qu'est-ce que Ubi a fait après. Quoique j'en ai downloadé pas mal des jeux sur Xbox Live, là, mais... Far Cry, c'est une belle franchise qui a bien évolué. Puis c'est sûr que dans le temps où je travaillais sur la marque, elle était en pleine évolution. Un de mes mandats, c'était vraiment de pouvoir établir les codes de cette franchise-là, comment s'assurer que tout ce qui était fait à travers Far Cry respecte certains codes comme qui avaient déjà été établis avec Assassin's Creed. Alors, ça a été un super beau projet. Ça a été une belle aventure, des belles rencontres aussi. Puis je pense que ça a été aussi un succès, Far Cry 4. Alors, pour moi, ça a été vraiment des beaux moments. Fait que ça a été un retour à Ubisoft qui a été très bien. Mais par la suite, j'ai eu une offre d'aller travailler en Californie, chez Activision, à Venice, sur... Call of Duty 3. Alors ça a été quelque chose que j'ai toujours voulu faire, puis c'est arrivé au moment où est-ce que, je pense que tu choisis jamais les moments, mais c'est arrivé, puis j'avais un choix à faire, puis j'ai décidé de partir, mais aussi d'amener ma famille, parce que je pense que à travers tout ce qu'on parle, c'est sûr que le boulot, c'est important, mais c'est une aventure que tu vis pas nécessairement tout seul, à travers ce parcours-là, soit t'as une copine ou t'as des enfants, fait que moi,
à travers les années. Mais c'est sûr que là, j'avais une femme, j'avais des enfants. Fait que c'est sûr que si je décidais de partir, mais c'était une histoire que je voulais vivre en famille. Fait qu'on est parti en Californie, puis ça a été une super aventure. Parce que ma fille est à l'école en Californie à Venice, puis c'est sûr que c'est un autre contexte, un autre milieu. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi de vivre près de l'océan, quelque chose que tu dois vivre. Puis si tu n'es pas là pour le vivre, ben, je peux en parler, mais je pense que c'est quelque chose que tu dois vraiment pouvoir le vivre pour être en mesure de pouvoir l'expliquer. Wow, la famille au complet devait être pas mal contente de se retrouver là-bas ou de s'en aller là-bas, se préparer à y aller. Là. Tout à fait. Wow. On en parle encore. Non, mais c'est sûr qu'à travers le travail, je pense que c'est une belle place où c'est des différentes valeurs. Puis c'est sûr qu'en tant que touriste, parce que je suis quand même touriste, tu apprends à apprécier des choses que tu as à la maison. Alors, le fait d'être là puis de pouvoir apprécier le moment présent, mais pour moi, c'était important. Alors, je pense que c'est ça qui est important. Je pense le pouvoir être conscient que tu n'es pas chez toi, puis que tu es là pour un certain temps, puis d'apprécier ce moment-là. Alors, pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai pu constater au niveau de la manière de vivre, au niveau des gens, au niveau de la bouffe, au niveau de l'énergie qui était là, que j'ai énormément apprécié. Puis, combien de temps t'es resté là-bas? Environ 2 ans. Excuse, tu mentionnais que tu étais allé là-bas pour travailler chez Activision. C'est quel jeu exactement sur lequel tu as travaillé? Black Ops 3. Par rapport au parcours, je pense que j'ai beaucoup appris sur moi-même aussi dans ce temps-là. Nouveau contexte, nouveau pays. C'était pas... Travailler, oui, mais il fallait c'est comme si tu refais ta vie aussi. Là. Tu refais ton permis de conduire, tu refais ta carte de sécurité sociale. C'est pas des vacances. Fait que c'était pas genre green card, là, c'était vraiment... Ben, c'était un visa. Un visa de travail. Alors, j'étais comme un Américain, je dirais, pour 2 mois, pour 2 ans. Fait que non, c'était toute une expérience. OK. À plusieurs niveaux. OK. Tu devais être pas mal triste quand le temps était revenu de retourner au Québec. Non. Je pense que c'est dans un autre podcast qu'on va parler de ça. Là, okay. Mais non, je pense que c'était... It was meant to be. It was time to go home. Fait que c'était un beau parcours, mais je pense que c'était le temps pour moi de revenir à la maison, à la source. OK. Bon, on parlait tantôt à l'extérieur du podcast, mais toi, tu as l'air de quelqu'un qui est capable d'anticiper ou de juger ou bien juger qu'est-ce qui est autour de toi pour prendre une bonne décision. T'as une tête sur les épaules, bottom line. Oui, je pense que tout le monde... C'est sûr qu'on fait des erreurs, là. Non, absolument. Je pense que tout le monde a une tête sur les épaules, mais c'est d'écouter son cœur, je dirais, d'écouter puis souvent, il y a des signes qui sont là. C'est d'avoir les reconnaître. Fait que, non, faut être Jedi, je veux pas être geek trop, là, mais c'est sûr, je vais revenir sur Star Wars. Bear with me. I'm not a Jedi. Non, mais tu sais, il faut voir les signes, faut être zen, puis il faut prendre une décision songée, il faut pas le prendre sous stress. Là. Mais il faut écouter son corps, c'est bon. Non, mais c'est important de parler de ces philosophies de vie, parce qu'il y en a que, moi, en tout cas, je sais, il y a quelques années, je vais faire des décisions stressful basées sur des affaires que... juste à cause de l'anxiété, tandis qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre du recul puis de bien voir qu'est-ce qui se passe puis de faire les moves qu'il faut pour pouvoir évoluer là, sans me tromper. Il y a 1 an, ma maison a été inondée. Ah, pour vrai? Ouais. Puis c'est sûr qu'avant l'inondation, aujourd'hui, je suis divorcé. Fait que ça, le divorce a été en même temps à peu près là. Ah, c'est un signe. Oui, c'est des éléments que tu contrôles pas qui arrivent. À travers, on parle de profession, que ça va super bien, mais en parallèle à ça, il y a ta vie personnelle. Puis comment tu gères ça? Vous avez le travail, puis il y a ta vie personnelle. Alors, c'est sûr que moi, j'ai toujours essayé de séparer les deux. Même quand ça va bien aussi, là. Il y a le travail, puis à un moment donné, tu vas à la maison. Mais c'est sûr que les deux se complémentent très bien aussi, là. Mais what do you do when one of them doesn't go right? Tu noies ta peine dans le... C'est délicat, puis c'est là, je pense que l'expérience acquise, c'est là qu'elle vient, que tu peux l'utiliser, je pense. Fait qu'en même temps que ton sous-sol était inondé, toi, ça allait pas trop bien. Je dirais que mon parcours en Californie a fait en sorte que j'étais prêt à accepter ce nouveau défi.
my God, really? OK. Ben, il faut, non, mais c'est tough. Mais c'est ça qui est tough dans la vie, c'est d'être capable de faire toujours de rester objectif, puis de faire de l'introspection, puis de l'analyse, puis d'être capable de tu sais, shed your skin, puis d'évoluer, là, de grandir. Là. C'est pas facile. Là. Tout à fait. C'est tout un défi. Même quand t'es vieux, même quand les personnes plus âgées ils sont toujours aussi immatures dans ce sens-là, où c'est que faire de l'introspection, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile. Là. On est vraiment plein de sagesse. This philosophical moment was brought to you by Silverthorn. It's good. Non, mais il est bon, ce vin. Il est un petit peu sucré, là, mais il y en a un... je vais peut-être aller chercher des bouteilles prochainement. Là, c'était à Saint-Gabriel de Brandon. Là, il y a un vignoble là-bas. Là, puis Californie, il y en avait... T'as-tu eu la chance de visiter des vignobles là-bas? Le vin est très bon en Californie. Puis c'est sûr que le vin est beaucoup moins cher aux États-Unis, tout court. C'est comme quand tu vas en Europe, puis quand tu vas aux States, puis tu vois le prix, la qualité des vins, tu te dis, OK, something is not right. Ah oui, carrément qu'il est meilleur. Non, mais il est meilleur, mais t'as beaucoup de vins beaucoup moins chers. Il y a des vins à 3 piastres. Puis là, t'as comme OK, puis il n'y a pas de vin ici à 3 $. Ouais, je sais pas pourquoi c'est cher ici, mais en tout cas, si tu veux faire un parallèle avec le marketing, moi, je sais que les bouteilles de vin, le branding de ça, puis les labels, puis les étiquettes ou les bouteilles de bière, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien gros, dans lequel j'aimerais beaucoup plonger, là, faire des dessins pour des bouteilles de bière. Je trouve qu'il y a vraiment des affaires incroyables avec les microbrasseries. Là. Et peut-être ça, c'est peut-être à cause qu'il y a une part de marché qui est plus importante pour la bière au Québec versus le vin, qui est moins... Il y en a moins de vignobles ici à cause que la température est moins clémente. Là, ou est moins... Je pense qu'il y a quand même beaucoup de vins qui sont locaux. Moi, j'ai des amis qui font du vin, puis je pense que c'est en train de grandir, puis autant les produits qui viennent d'ici, puis je pense que c'est un mouvement qui est beaucoup plus présent, là, autant au niveau de la bouffe, au niveau du vin ou de la bière locale, tu sais. Puis de pouvoir trouver une identité qui est propre. Parce qu'il y a beaucoup de bières et de vins qui sont exportés aux États-Unis, tu sais. Alors, encore là, je trouve qu'on a de quoi qui est unique, puis de trouver une identité qui fit avec ce qu'on a, mais qui se retrouve partout dans le monde, c'est encore génial. Tu veux promouvoir tes amis? Qu'est-ce qu'ils font leur vin? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur les marchés? Oui, c'est déjà sur le marché. Mais ah ouais? Oui. Richard Bastien. C'est un vin du Québec, ça? Ben, j'imagine que oui. Oui, c'est du vin du Québec. Il est onologue. Puis il vient de Paris, mais j'ai un ami qui a amené son expertise au marché du vin qui est ici. Ben, c'est peut-être ça qui manque, dans le fond. C'est ça qui manque au Québec, c'est peut-être l'expertise du vin. Là, puis probablement que ce gars-là, il vient d'ouvrir un marché, là, amener de la compétence puis de savoir-faire. Mais il y a tellement que c'est pour ça que je ne veux pas me présenter dans ce contexte-là, parce que there's so much I could tell about this. Good stuff, but we have so much history. So, je ne voudrais pas juste le plugger comme ça. Ouais, ben juste d'avoir mentionné son nom, puis de toute façon, lui, c'est probablement... Il éclipse la visibilité de mon podcast, fait qu'il n'y aura pas de problème, je penserais pas. Mais ce serait intéressant, en tout cas, un jour, probablement, si jamais je suis capable d'avoir plus de hits sur mon podcast, je pourrais peut-être l'inviter, puis on verra ça me fera plaisir de l'inviter, là. Il est super cool. Okay. Ouais, absolument. Ben, il va sûrement être fâché que tu bois un Silverthorn. Là. Il va dire, hey, prochaine fois, tu t'en veux un podcast, là, amène une bouteille de mon... Cercle du vin, dans le fond, c'est le nom du blog, mais son produit, c'est... Il y en a plus qu'un. Ah, OK, il y en a plus qu'un. Il y en a beaucoup. Bon. Là, cercleduvin.com. Mais sans tomber dans des trucs trop personnels, là, je pense que l'objectif, c'est pas nécessairement d'aller là-dedans. Là, mais ça doit être capotant. Dans le fond, tu t'es réveillé le matin puis il y avait de l'eau partout. Ah, my God. Non. OK, on n'aurait pas besoin d'entrer... Aïe, pauvre, toi. Non, j'étais pas dans la maison quand t'es arrivé, mais c'est une histoire qui est publique, qui est sur le web. J'ai eu la visite du premier ministre chez nous aussi. Ah ouais? Ah ouais, c'est une longue histoire. À travers ça, tu apprends et tu grandis à travers ça. Puis aujourd'hui, tu peux prendre un recul, puis pas apprécier, mais comprendre pourquoi tout arrive. C'est plus dans ce sens-là. So, oui, on va skipper le segment de l'innovation. T'es peut-être plus Jedi que tu t'en rends compte, man. J'ai dit « given to the geek ». Au mois de janvier 2018, le monde se réveille. Dans du Berger-les-Saules, il y a la petite rivière Saint-Charles, puis carrément, tu as eu une inondation épouvantable de toute une rue, je pense. Ah, puis, mais je comprends. Je compatise, tout à fait. Ouais. Bon. Mais tu sais, c'est comme la planète au complet. Hein. Autant ici qu'après ça au Texas, les feux de Californie.
il y a un changement climatique important qui se fait, là, puis je pense que les signes sont présents. Ouais. C'est vraiment ça. Là. Ouais, ben je pense que c'est ça, qui étaient climate deniers, puis ceux qui le sont encore, je pense qu'il y a vraiment un travail. Ben il y a un travail intellectuel à faire. Dans n'importe quoi, je veux dire, tu sais, il faut que tu t'informes, il faut que tu ailles utiliser ton jugement, puis t'as une tête sur ses épaules, ben va t'informer, puis va poser des questions si t'es pas sûr, mais tu peux pas juste croire en Dieu puis dire que non, on va être correct, là. Parce que là, on est vraiment à un point où c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, là. On n'a pas besoin de faire un segment là-dessus, là, mais justement, tantôt, j'écoutais... Do you believe in God? That is the question. Moi, je suis plus agnostique, là. Okay. Je crois en le potentiel de il y a quelque chose, c'est certain, parce que je mentionnais, je suis un Jedi, là, mais il y a quelque chose, c'est certain. Il y a une énergie, puis ceux qui mettent un nom sur cette énergie-là, puis surtout ceux qui vont probablement dire que c'est un blanc avec les yeux bleus puis les cheveux blonds qui est le dieu de tout, là. Là, j'ai des doutes, là. Fait que, moving on. T'en as-tu déjà fait de la radio? T'as-tu déjà fait? Non. Jamais? Non. Okay. J'ai fait figuration de film très jeune. Ouais. Ah, yeah. Pour, c'est encore les... my God, Jesus, j'oublie tout. Moi, je suis pas bon avec les noms. Les aventuriers du temps perdu. Ah, pas vrai? Ah, ouais. Fait que c'était mon premier gig de film. Ah, yeah. J'étais figurant dedans, puis c'était cool. C'était une belle expérience. Mais je faisais partie des amis des stars. Ça fait que moi, j'étais comme background, puis à un moment donné, je pense qu'ils fâchaient contre nous, puis on se parle plus. Fait que j'étais dans un groupe, mais toute l'expérience de pouvoir faire le casting, c'était très bien, là. Fait que c'était une belle expérience. Tommy Tricker and the Stamp Traveler, en anglais. Ouais. Mais je pensais que ça, c'était des films qui avaient été faits en Europe, puis qui ramenaient ici, puis ils dubbaient. C'est fait ici. Ouais, c'est fait ici. ici. Ouais, ben. C'est fait ici, live. Ah, yeah, je pensais jamais qu'on allait parler de ça à soir. Ouais. Ah, OK, fait que c'était pas le même gars qui avait fait Opération Beurre de Pinot? Non. Donc, après ton histoire chez Activision, t'arrives ici, est-ce que t'as eu une offre avant de t'en venir ici ou t'as carrément terminé ton contrat puis tu t'es venu ici puis là t'as été en recherche de la prochaine étape? Non, j'ai eu une offre pour revenir. OK. Puis c'est là, je pense que mon choix de venir à Québec. J'ai eu une offre de Gearbox Québec. Oh, Gearbox. Ouais, c'est ça. Ben, je voulais en venir à Gearbox là, parce que là, présentement, c'est là que t'es. Oui, absolument. Je suis vraiment à Québec, ça fait 2 ans. Je suis vraiment touriste présentement. Alors, c'est une ville que je suis en train de découvrir. C'est une super belle ville, puis c'est une super belle aventure avec Gearbox. On travaille sur un jeu que je ne peux pas parler ouvertement aujourd'hui, mais qui va être très bientôt dévoilé. Alors, c'est un beau studio, belle énergie, belle franchise. Pour moi, c'est comme le summum de tout ce que j'ai fait auparavant. Je pense qu'il y a des belles valeurs chez Gearbox. La ville, en tant que telle, il y a un talent qui est d'ici, qui est né d'ici, c'est sûr. Après ça, au niveau de pouvoir attirer des talents qui viennent de l'extérieur, mais je pense qu'on a tous les éléments pour le faire. T'sais. Autant au niveau de l'inspiration, de la créativité, mais aussi au niveau de la vie. Le fait de pouvoir habiter autant à Montréal qu'à Québec, je pense que c'est quelque chose qui est différent des autres villes. Puis il y a un équilibre qui peut se faire très bien entre le travail et la vie familiale. Fait que je pense que ça, c'est des éléments qui sont super importants. Puis c'est sûr que tu vois, cette industrie-là, elle grandit tranquillement, là, sans cesse. Je dis tranquillement, mais constamment. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est une belle plateforme qui est toujours en constante évolution. Puis je pense que c'est là qu'on attire les meilleurs talents. Fait qu'autant qu'à Québec, à Montréal, je pense qu'il y a une place, puis ça continue de grandir. C'est quelque chose qui est temporel et qui est continuel. OK. T'as-tu, en tant que personne qui travaille dans le domaine, y a-tu des avancées technologiques qui s'en viennent que peut-être que le commun du mortel n'a pas conscience puis que tu peux révéler genre les prochains... Non, ben je pense pas que je peux rentrer dans ces détails-là, mais c'est sûr qu'on est en constante évolution partout, à travers toute la consommation qu'on fait, là. Que ce soit au niveau des téléphones ou des télévisions qu'on utilise, que ce soit du 4K ou du 8K ou peu importe. Là. Je pense que ça n'arrête pas d'évoluer. Puis c'est sûr que les jeux vidéo vont quand même toujours suivre. C'est sûr que aussi on est en train de rentrer dans une nouvelle ère où est-ce que qu'est-ce que va être la nouvelle génération de consoles. Puis qu'on parle de consoles, bon maintenant, console c'est mais au niveau du médium, tu peux jouer un peu partout. Console, oui, téléphone, tablette, ordinateur. Puis je pense que ça va beaucoup s'associer aussi avec ton mode de vie. Alors je pense que
Est-ce qu'on veut s'enfermer constamment pour jouer aux jeux vidéo ou est-ce qu'on veut pouvoir jouer n'importe où? Je pense que ça va suivre aussi le mouvement. Là. Ce que je préfère, c'est les jeux vraiment, comme Skyrim ou Fallout, les grands jeux là, où c'est que tu joues pendant très longtemps, puis même que tu pourrais jouer même quand tu as fini le main quest. Là. Mais ça, c'est le temps que tu passes là-dessus qui est assez... je veux dire, c'est du temps que tu passes que tu fais pas d'exercice ou bien que tu fais pas des activités sociales ou c'est que ça peut aider à ton... Ouais, je pense qu'il faut le prendre plus comme un divertissement. Comme de la même manière que tu vas voir un film ou tu vas lire un livre, tu pourrais jouer à un jeu vidéo, puis je vais jouer pendant 2 heures. Ou je vais jouer peut-être un chapitre. T'sais. Après ça, tu mets pause, tu sauves, tu fais d'autres choses, puis tu reviens quand tu veux. Puis toi, tu vois ça, où ça s'en va, vers quoi ça s'en va, les jeux vidéo. Je veux dire, est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme un genre de merger avec peut-être le cinéma ou la TV au point de vue interactivité? Je veux dire, il y a multiplateformes, mais il y a aussi peut-être... Ça reste toujours un divertissement. Il y a du VR, il y a des jeux, il y a différentes formes de jeux vidéo et différentes plateformes. Ça reste un divertissement, ça reste juste un jeu. Puis c'est un moment que tu vas apprécier, puis tu vas rentrer dans l'histoire. T'sais. En tant que développeur, tu veux créer une expérience. Mais pour moi, ça reste... Encore là, c'est quelque chose que tu peux contrôler. C'est un moment de divertissement. Puis après ça, c'est toi qui décides que maintenant tu veux rentrer dans l'histoire. T'sais. Contrairement à un film où est-ce que une fois que tu rentres dans le contexte, une fois que tu rentres dans l'histoire, ben, oui, tu peux mettre pause, ben, c'est une expérience qui va durer un certain nombre de temps, puis après ça, c'est fini. Tandis qu'un jeu, ben, tu as différents choix, tu amènes une autre expérience, c'est sûr. Ouais. Oui, parce qu'il n'y aura jamais un médium qui va remplacer ça. Ben, on sait jamais, là. Admettons qu'il y aurait une technologie qui permet de... Le soir, tu te couches, puis tu as comme une petite boîte qui flicker, puis ça va te rejoindre ton cerveau, les ondes du cerveau, puis ça te permet de jouer un jeu dans ton rêve. Dans genre 20-30 ans, si ça arrive, ça va complètement détruire l'industrie du jeu non, mais ça existe comme on déjà, le connaît. Pour vrai? Ah oui, on a. J'aimerais bien quoi essayer. C'est un petit peu... Non, mais ça serait le fun. Ça voudrait dire que j'aurais pas à jouer à Skyrim pendant 5-6 heures puis me sentir mal parce que je pourrais brancher ça la nuit. Puis you can play a lifetime. Tu peux jouer toute la nuit à un jeu dans tes rêves. Puis t'as pas tu peux être couché puis tu vas jouer à un jeu, ouais. Ben ouais. I don't know. We're just talking. I don't know. Yeah, it's like Strange Days. Yeah. Ouais, Strange Days, le film Strange Days, là. Un peu comme ça, là. Ouais. Mais ça, c'était... Mais ça, c'est des choses réelles, tu sais. Des choses que tu vendais des rêves que tu avais réalisés, là. Ouais. Tu avais volé une banque, puis tu vendais ton rêve. La réalité, c'est quoi? Puis est-ce qu'on est dans un Matrix? Tout à fait. T'sais, tout à fait. Je veux dire, c'est tellement évolué, là, que... Ouais. Where are we going to be dans 100 ans, là, si la technologie aujourd'hui permet de faire ça, là, dans 1000 ans, ça va être débile. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça vient jouer un peu avec la logique de la chronologie des événements qui vont se produire dans les prochaines années. Là. C'est assez freak. Là. Ouais. C'est vrai. Tu sais, tantôt, je parlais de pouvoir garder par rapport à ta expérience, qu'est-ce que tu veux garder? Puis par rapport à ta expérience, qu'est-ce que tu veux garder comme... Qu'est-ce que tu crées comme moment? Le moment que tu crées à travers ton parcours, mais c'est ça qui devient important. Puis ça que tu crées, puis ça qui devient genre des éléments que tu peux revenir en arrière. De pouvoir fermer cette boucle-là, puis de créer des moments qui deviennent intemporels. Ouais. Puis bénéfique pour tout le monde. Mais pour tout le monde. Pour tout le monde, exactement. Puis pour avoir un recul, puis dire, OK, we did that. On a créé ça, puis ça a été difficile, ou ça a été long, ou peu importe. Mais il y a quelque chose à la fin qu'on peut regarder pour dire... C'était difficile, mais regarde tout ce qu'on a créé, it's magical and it's something that it's going to stand in time. C'est de l'humilité à quelque part, c'est comme un stepping stone. Tout est un stepping stone. Chaque chose que tu fais, chaque projet que tu fais, c'est pas la dernière affaire que tu vas faire. C'est comme quelque chose, justement, comme tu dis, c'est quelque chose que tu partages avec certaines personnes. C'est du networking. C'est pas facile de catcher ça. C'est... Parce qu'on est attaché à nos projets, on est attaché à ce qu'on fait, puis ce qu'on a à offrir, mais c'est let it go, puis partage-les, puis je pense qu'il y a ça. On dirait qu'on est vraiment centré dans notre société. On est très compétitif, capitaliste, puis on oublie que
la force, c'est la force de partager. Ouais. De partager. Je pense que... Puis là, je vais répéter, c'est un tagline, mais je ne peux pas être ownership de ça, là. C'est quelque chose que j'ai vu dans un film, mais qui est super inspirant. And it's... happiness is only real if you share it. Puis la meilleure que creativity is only real if you share it. Dans le sens que tu peux faire le meilleur tableau dans ton sous-sol. Et si personne n'est là pour le voir, pour dire, man, you did something amazing, then it's only going to stay there. So it's about sharing. Puis je pense que c'est ça qui est la beauté du médium de l'art visuel. Autant les films que les jeux vidéo, tu peux faire le meilleur film, le meilleur jeu, you need at some point to share it and get the feedback of people. T'as-tu des projets, toi, outside des jeux vidéo puis des projets professionnels? T'as-tu comme un... Ça s'en vient. Ah ouais? Et ça s'en vient, puis il y a beaucoup de trucs parallèles qui sont en train de prendre forme. Ben, j'espère que tu auras l'occasion de revenir me jaser de ça si jamais tu veux faire un reveal. Là, c'est vraiment apprécié que tu sois passé ce soir me jaser. Puis si tu veux repasser, c'est certain que tu es bienvenu. Excellent. J'apprécie. Puis oui. Merci beaucoup, Lugé. Merci d'être passé au Eric Zone Podcast. Merci. Ça fait plaisir.